Et si Kent Hughes et Jeff Gorton allaient chercher leur Artemi Panarin? What's up tout le monde, c'est votre boy Max, bienvenue à une autre vidéo. Accélérer la reconstruction, c'est un terme qui est populaire ces temps-ci, que ce soit en obtenant le premier choix au repêchage, que ce soit en faisant une transaction qui permettrait d'aller chercher un bon jeune attaquant. Mais si le Canadien de Montréal se laissait tenter par un attaquant top 6 de qualité, un vétéran, un gars qui a fait sa marque dans la Ligue nationale de hockey et qu'on sait ce qu'il peut amener, c'est pas quelque chose qui est abordé souvent et je comprends pourquoi. On a peur du marché des joueurs autonomes, on a peur de surpayer et surtout, est-ce qu'on est vraiment rendu là? Ce sont toutes de bonnes questions, des questions auxquelles on va tenter de répondre et surtout voir est-ce que ça peut valoir la peine pour le Canadien de Montréal cette année. Moi, je pense que ça peut valoir la peine. Faut pas, par contre, signer un agent libre dans le but de signer un agent libre. Honnêtement, ça en serait une erreur. Je pense que c'est une erreur qui a déjà été faite dans le passé. Donc, il faut cibler un joueur qui fit, il faut cibler un joueur dont on est pas mal sûr qu'il va livrer la marchandise et il faut également pas s'engager à trop long terme. Donc, c'est difficile. Possible? Probablement. Mais difficile? Certainement. Je disais donc d'entrée de jeu que c'était une question de signer son Artemi Panarin. Pour ceux qui s'en souviennent peut-être pas, Jeff Gorton était avec les Rangers de New York lorsque les Blue Shirts ont signé Artemi Panarin à l'été 2019 comme agent libre. Il y a plusieurs choses à aborder. Là. De un, trouver son Artemi Panarin. Encore une fois, je mets des guillemets là-dessus. Là. C'est rare. C'est rare comme un Mewtwo. C'est rare comme du caca de pape, comme diraient certains. Pourquoi? C'est que de un joueur de la trempe d'Artemi Panarin, un gars qui peut être aspirant à des trophées Hart au stade de sa carrière où il était en 2019, donc encore dans son prime, il était tout juste passé la mi-vingtaine, Artemi Panarin, lorsqu'il a signé ce contrat-là. C'est rare que ça devienne libre sur le marché, ça c'est un. Et deux, il y a un dicton populaire qui dit que les agents libres ne veulent pas signer à Montréal dans la vie. Moi, j'ai jamais cru à ça. Les agents libres n'ont pas voulu signer à Montréal dans les 10, 15, 20 dernières années. Soit le club n'était pas particulièrement bon. Il y a eu quelques bons moments. Avec Carey Price, à certains moments, il y avait Subban, à d'autres moments, il y avait Weber. Mais bon, sur une longue période de temps, au point d'avoir une fenêtre d'opportunité que tu te disais si je suis un excellent joueur qui signe là pour les 5 prochaines années, garanti que je compétitionne pour une Coupe Stanley, c'est jamais arrivé. Et l'affaire, c'est que il y a deux marchés. Dans toute la ligue, là, il y a deux marchés qui sont capables de signer des agents libres de grande qualité, peu importe ils sont où au classement. C'est les Rangers de New York et les Kings de Los Angeles. That's it. Les Maple Leafs de Toronto n'auraient jamais signé John Tavares si John Tavares était tombé agent libre dans un moment où les Maple Leafs étaient dans les bas-fonds, dans un moment où les Maple Leafs n'aspiraient pas à la Coupe Stanley comme ils s'apprêtaient à le faire. Les Leafs de repêcher Austin Matthews un an avant, Mitch Marner, on voyait déjà qu'il y avait quelque chose de beau qui s'en venait là. Bon, passe pas la première ronde, mais ça, c'est pour une autre discussion. Donc, il n'aurait pas signé là, John Tavares, là, malgré la belle petite photo avec le pyjama. Là, jamais je ne croirais ça. Et Montréal est dans ce marché-là. Si Montréal devient intéressant pour 5, 6, 7, 8 ans, peu importe, convaincu qu'il y a peut-être des agents libres de qualité qui vont signer, ouais. Ils vont peut-être signer aussi. Salutations à Brendan Gallagher. Lui, il saigne pas mal pour le logo. On verra rendu là de toute façon si je suis dans le champ ou pas. Si jamais le Canadien un jour devient une équipe qui aspire à des belles choses sur 4, 5, 6, 7 ans. Donc, trouver un Artemi Panarin, c'est extrêmement rare. Et je vais être honnête, il n'y a pas d'Artemi Panarin, à mon avis, de disponible cet été. Un Panarin, entre guillemets, le seul, je trouve, qui correspond un peu à la définition sur le marché des joueurs autonomes sans compensation, c'est Sam Reinhart. Sam Reinhart vient de marquer 57 buts avec les Panthers de la Floride, 94 points, et il a 28 ans. En théorie, il y a encore quelques années d'apogée devant lui. Moi, je pense que si tu signes Sam Reinhart, au moins pour les 4 premières années de son deal, tu as probablement tout un joueur avec toi. Mais il y a deux choses. Sam Reinhart n'a pas prouvé sur une aussi longue période de temps que l'avait fait Artemi Panarin qu'il est un joueur élite dans la Ligue nationale de hockey. Alors ça, c'est numéro 1. Sam Reinhart vient de récolter 94 points et marquer 57 buts. 2 ans avant, il avait récolté 82 points, mais entre les deux, il y a eu une baisse de régime. 67 points en 2022-2023, dont 31 buts. N'en demeure pas moins que c'est garanti que tu signes un gars de 30 buts. Tu as des bonnes chances de signer un gars d'un point par match pour quelques saisons. Donc ça, c'est un. Je
pense que Sam Reinhart n'est pas aussi bon à ce stade de sa carrière qu'Artemi Panarin l'était lorsqu'il a signé avec les Rangers. 2, moi j'ai peur de l'effet Barkov. Regardez la chute de Jonathan Huberdeau lorsqu'il a quitté les Panthers de la Floride. Si vous aviez prédit ça, bravo, vous connaissez vraiment votre hockey. Vous êtes un dieu du dépistage de hockey pour avoir identifié ça. Blague à part, Sam Reinhart était un bon joueur avec les Sabres de Buffalo et est devenu un très bon joueur lorsqu'il s'est joint aux Panthers de la Floride. Il ne faut pas oublier que Sam Reinhart, c'est lui qui avait été repêché deuxième au total en 2014, derrière Aaron Ekblad et tout juste devant un certain Leon Draisaitl. Pendant très longtemps, honnêtement encore à ce jour, on dirait que les Sabres devaient regretter de ne pas avoir repêché Leon Draisaitl. Oui, mais au moins Sam Reinhart n'a plus à rougir maintenant de ses performances devant Leon Draisaitl. Donc moi, pour ces deux raisons-là, le fait qu'il n'a pas prouvé sur une assez longue période de temps qu'il est le joueur qu'il a été cette année et l'effet Barkov, à quel point Reinhart en doit à Barkov pour sa production, ça me ferait un peu peur. Puis la dernière chose, je pense que pour ces raisons-là, il va être surpayé s'il quitte la Floride. S'il reste en Floride, peut-être qu'il va accepter un peu moins cher. 1, pour rester avec le club, continuer à jouer avec Barkov. 2, on le sait, jouer en Floride, pas de taxe d'État. Plusieurs signes là à moins cher. Tout le temps des gens pour dire que pas nécessairement, mais je pense que ça a quand même un impact minime. Sam Reinhart, je ne toucherai pas à ça, même s'il est le seul joueur que je pense qui pourrait peut-être être considéré comme un Artemi Panarin. Artemi Panarin des pauvres, c'est la version Wish d'Artemi Panarin. C'est peut-être pas des Artemi Panarin, mais tu as 2 vétérans qui pourraient devenir agents libres, qui sont à tout le moins des Claude Giroux, mettons, pour les Sénateurs d'Ottawa. OK, ça n'a pas payé pour les Sens jusqu'ici, mais je parle strictement en termes de joueurs, de qualité de joueurs et de ce qu'ils peuvent apporter. Bien sûr, le premier, c'est Steven Stamkos. Steven Stamkos, en 2016, en fait, lorsqu'il a re-signé avec le Lightning de Tampa Bay la première fois, était l'équivalent de Artemi Panarin. Je veux dire, Steven Stamkos a gagné 2 fois le trophée Maurice Richard. C'est un gars qui a été 2 fois capitaine d'une équipe championne de la Coupe Stanley. OK, il y a une année qui n'était pas là. Bon. Il a joué une game, il a fait comme 4 chiffres, puis il a marqué un but. Gros gars, sérieux. Gros gars, Steven Stamkos. Blague à part, c'est que c'est à ce stade-ci de sa carrière, Steven Stamkos n'est plus un équivalent d'Artemi Panarin. Par contre, il vient encore une fois de marquer 40 buts cette année, récolter 80 points pour le Lightning de Tampa Bay. Au moment où on se parle, il n'y a pas de signe de ralentissement pour Steven Stamkos. Par contre, ça pourrait venir dans les prochaines années. Ça, c'est garanti. Steven Stamkos a quand même été repêché en 2008. C'est un gars qui a 34 ans à l'heure actuelle. Donc, à partir de ce moment-là, tu ne sais jamais. 3 choses également pour Steven Stamkos. La première, moi, je suis convaincu qu'il signe à Tampa. Ça va être honnêtement vraiment le fun à surveiller où il signerait s'il quitte Tampa. Moi, je suis convaincu qu'il reste à Tampa. Julien Brisebois a dit cette année qu'il faudrait qu'il accepte une diminution salariale. Stamkos a déjà gagné 2 coupes. Stamkos, son argent est fait. Je vois pas pourquoi il refuserait de re-signer à un contrat un peu moindre, avec peut-être des bonus à la signature possible, un peu à l'image de ce qu'avait fait Patrice Bergeron à la fin de sa carrière avec les Bruins de Boston. Mais admettons, il faut quand même bien que ça fasse une bonne vidéo, là, que Steven Stamkos tombait agent libre. All-in. All-in en ce qui me concerne. Dan Rosen du NHL.com a répondu à une question d'un lecteur là, il y a quelques semaines de ça en disant que si Stamkos quittait Tampa, l'endroit le plus logique pour lui, c'était Montréal. Il a fait la connexion avec Martin Saint-Louis. Honnêtement, je suis vraiment pas certain, mais admettons que Steven Stamkos arrive et il est définitivement un mentor pour Cole Caulfield. Un mentor aussi pour Nick Suzuki, oublions-le pas, dans son rôle de capitaine, peut définitivement l'épauler là-dedans. Et Steven Stamkos bonifie incroyablement ton top 6 à court terme. Ça, c'est garanti. Ceci étant dit, et voilà la deuxième chose, c'est que je ne suis pas d'accord que Montréal semble l'endroit désigné pour Steven Stamkos. T'as beau avoir 2 coupes Stanley, ton but demeure de gagner, j'en suis pas mal convaincu. OK, Claude Giroux, dont je viens de parler, contredit un peu ça, c'est vrai. Mais un joueur de la trempe de Steven Stamkos, à mon humble avis, il va avoir des vrais Top Guns, des vraies équipes aspirantes qui vont essayer de le signer. Est-ce que ces équipes-là vont pouvoir offrir autant? Peut-être pas, mais je pense que ça demeurerait cette priorité pour Steven Stamkos de signer avec une équipe qui aspire réellement aux vraies choses, mais moi, j'y crois pas. La troisième chose pour Steven Stamkos, c'est que, je viens de le dire, il a 34 ans. Je pense qu'il faudrait que tu surpayes. Je pense qu'il faudrait que tu lui offres un 8,5 millions de dollars. Bon, 8,5, c'est ce qu'il faisait. Et je dis surpayé, mais il vient de faire 80 points. 8,5 pour un gars de 80 points, en ce moment, c'est pas surpayé, mais il va peut-être décliner.
Donc, c'est ce que je veux dire par surpayer, pour peut-être te permettre de lui donner moins d'années. Parce que définitivement, si tu signes Steven Stamkos, 3 ans maximum, je pense pas que tu peux te permettre de donner plus que ça. Et tu vas peut-être avoir de la gymnastique salariale à effectuer pour le faire rentrer sous le plafond salarial. Mais ça coûte rien s'il devient agent libre de l'appeler, de déposer une offre, de mettre Martin Saint-Louis sur le dossier. Hey! Peut-être même Piqué Souban. Ils ont joué ensemble quand ils étaient kids. Piqué! Vente Montréal à ton boy, s'il te plaît. Le deuxième attaquant qui cadre un peu dans cette philosophie-là, même si c'est peut-être un peu moins sexy comme nom que Steven Stamkos, en même temps, c'est quand même un gros gars, c'est Jonathan Marchessault avec les Golden Knights de Vegas. Avec toutes les acquisitions que Vegas ont fait à la date limite, avec la prolongation déjà donnée de contrat à Noah Hanifin, honnêtement, contrairement à Stamkos, je pense que Jonathan Marchessault devient agent libre. Je pense vraiment que Jonathan Marchessault s'apprête à devenir agent libre et qu'il va pouvoir signer où il veut. Jonathan Marchessault est dans une catégorie similaire à Steven Stamkos. Il vient de marquer 40 buts pour la première fois de sa carrière à 33 ans. Donc, même chose, tu signes un gars qui s'en viendrait et qui est peut-être sur la pente descendante. En même temps, je viens de le dire, en termes de production de buts, il vient de connaître la meilleure saison de sa carrière. L'an passé, il a gagné le Conn Smythe carrément et il est bon dans ce début de série avec les Golden Knights de Vegas sur le plan individuel. Personnellement, Jonathan Marchessault, 3 choses également. La première, même chose que Stamkos. Oui, je lui dépose une offre. Je lui déposerai absolument une offre à Jonathan Marchessault. Le facteur québécois, pour moi, est à considérer. Il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, personnellement, je n'ai pas de misère à le dire. Tu m'offres 2 joueurs qui sont équivalents. Je vais te dire, bien sûr, que je veux un joueur québécois avec le Canadien de Montréal. Je trouve ça le fun. Donc, numéro 1, c'est que je considérerais définitivement lui faire une offre. Mais dans la même optique que Steven Stamkos, et ça, c'est numéro 2, il faudrait que cette offre-là soit courte et peut-être offrir un petit peu plus à court terme pour qu'il vienne. Numéro 3, par contre, je pense pas que Jonathan Marchessault viendrait. Il en a gagné une, coupe, OK. Jonathan Marchessault continue de passer ses étés dans la région de Québec. Je serais surpris, par contre. Je pense que Jonathan Marchessault a encore trop à gagner. Je pense que Jonathan Marchessault, en plus, contrairement à Stamkos, je pense que beaucoup d'équipes qui ont des ambitions de Coupe Stanley dans les 2 prochaines saisons auraient les moyens de lui offrir quelque chose d'aussi intéressant, un contrat aussi intéressant que le Canadien de Montréal pourrait lui offrir. Et je pense qu'il prendrait cette offre-là. Donc, je pense pas que Jonathan Marchessault accepterait une offre du Canadien de Montréal, à moins de trop le surpayer, soit en donnant trop d'argent à court terme ou en donnant un trop long contrat. Et non, il ne faut pas donner un trop long contrat à un vétéran comme ça de 33 ans à l'étape actuelle du Canadien de Montréal. Les 3 joueurs que je viens de vous nommer, ce sont des top 6 assurés s'ils venaient à Montréal. Il y en a un dont je n'ai pas parlé encore et je ne sais pas dans quelle catégorie le mettre parce que je pense pas qu'il peut être considéré comme un Panarin des pauvres, comme c'est le cas pour Sam Reinhart. Il n'est pas non plus encore assez avancé en âge pour être mis dans la catégorie de Steven Stamkos et Jonathan Marchessault. C'est Jake Gensel. Jake Gensel qui est maintenant avec les Hurricanes de la Caroline. Mais honnêtement, je vois aucunement comment Jake Gensel s'amène à Montréal. Si jamais il devient agent libre, parce que honnêtement, c'est sûr que la situation de Brandon c'est sûr que la situation de Rod Brindamour va peut-être venir jouer là-dedans, là, mais je pense qu'il re-signe en Caroline, c'est une réelle possibilité pour Jake Gensel. J'y touche pas à Gensel. Je trouve pas qu'il t'amène autant de upside pur offensif que pourrait le faire Sam Reinhart, même si en termes de production, c'est un gars qui a été au-dessus du point par match à quelques reprises dans sa carrière. Je pense pas non plus qu'il t'amène la présence, l'aura d'un Steven Stamkos et même d'un Jonathan Marchessault à un certain point. Je sais pas. Je trouve que Jake Gensel cadre un petit peu moins. Je peux être complètement dans le champ sur celle-là. Laissez-moi savoir en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, même s'il devient agent libre, peut-être un petit appel, rien que voir qu'est-ce que ça goûte, mais honnêtement, c'est pas le joueur qui m'intéresse le plus, Jake Gensel. Pour le projet du Canadien de Montréal, en tout cas, je préfère les 3 autres, même si Stamkos est plus vieux, même si Marchessault est plus vieux, puis même si Sam Reinhart coûterait plus cher. En même temps, mettons que Sam Reinhart signait au-dessus de 10 millions de dollars, tu ne peux pas te permettre ça. Tu ne peux pas te permettre d'embarquer là-dedans. Est-ce qu'un Jake Gensel peut être intéressant? Je ne le sais pas. Pour moi, c'est le genre de joueur vraiment là, qui a surpayé, écrit dans le front. Je touche pas à ça.
Je sais qu'on est à une époque quand même où dans la NBA, tirer à 3 points, c'est incroyablement populaire. Puis à la balle, on veut le coup de circuit tout le temps. Il n'y a rien de mal à un coup sûr, il n'y a rien de mal à un double, il n'y a rien de mal à une bonne balle placée à l'avant-champ qui t'amène en simple au premier but. Et il reste quand même quelques joueurs intéressants dont on n'a pas parlé qui pourraient peut-être cadrer dans l'idée de signer un vétéran top 6 qui viendrait vraiment solidifier ton attaque à court terme pendant que tu essayes de remonter au classement. Personnellement, j'en ai identifié deux qui sont vraiment intéressants. Il y en a peut-être d'autres, à vous de me laisser savoir. Le premier, c'est David Perron. David Perron tombe agent libre cette saison. Il vient de passer les dernières années avec les Red Wings de Détroit. Il vient de faire 47 points en 76 matchs, Perron. Et d'ailleurs, il a dit en entrevue avec Martin Lemay sur les ondes de BPM Sport que oui, accepterait, lui, de venir jouer à Montréal. Il aimerait ça. Parlant de BPM Sport, d'ailleurs, j'y anime une émission lundi au vendredi de 10h à midi. Ça s'appelle Vanout en direct. 91.9 si vous êtes dans la région de Montréal. 100.9 à Québec. 96.5 à Gatineau. T'aimes la bonne radio sportive? Écoute ton boy à la radio. J'ai également un podcast qui s'appelle Le Combo. C'est disponible sur la chaîne YouTube de Mise au jeu, animé avec mon boy Stéphane Gonzalez, a.k.a. Gonzo. Donc, si tu as envie d'écouter un bon podcast, c'est publié tous les vendredis autour de 17h30. Et en terminant, si ce n'est pas fait encore, s'il te plaît, fais plaisir à ton boy. Abonne-toi. On retourne au contenu. A dit entre autres qu'il était plus nerveux tout le temps de jouer à Montréal qu'à Détroit. Ça l'excite encore, cette idée-là. Donc, David Perron serait définitivement intéressé. Je pense pas que tu aurais à surpayer ce gars-là à ce stade de sa carrière. Je pense qu'il serait prêt à accepter un court contrat. Il y a juste une chose avec David Perron. C'est que le Canadien, présentement, tu as deux vétérans qui devraient être, en termes de salaire du moins, là, ce vétéran-là, top 6, tu es supposé déjà l'avoir. Ça devrait être Josh Anderson ou Brandon Gallagher, ou idéalement les deux. Malheureusement, ces deux joueurs-là n'ont plus la production nécessaire pour jouer sur un top 6. Moi, personnellement, je ne suis pas le gars qui est tombé dans la face de Brandon Gallagher. Il est surpayé. La seconde que le contrat a été annoncé, 90% d'entre nous avons sourcillé et dit ben voyons donc, ça va mal vieillir ce contrat-là. Mais on ne peut pas reprocher l'effort à Brandon Gallagher. Il continue de tout donner. Le contrat est donné. Le contrat est boulet, mais il est là. Puis il continue de faire son travail de dévotion et de travailler avec acharnement. J'y en veux pas. Josh Anderson, c'est un peu une autre histoire. Je vous avoue que j'étais un grand fan de Josh Anderson. J'adore le style de jeu de ce gars-là. J'adore ça, moi, des gros bonhommes rapides, type de joueur que j'aime. Mais cette année, ça a été dur de défendre. Ça a été vraiment dur de défendre Josh Anderson. Il n'a pas été bon et surtout, particulièrement en fin de saison, l'effort semblait plus être là contrairement à Gallagher. Et ça m'a un peu fâché. Donc, il y a cette crainte-là pour David Perron, à l'âge où il est rendu, que tu lui donnes un contrat, puis lui aussi, finalement, ne serait pas nécessairement un vrai top 6. Je viens de dire, il vient de faire 47 points. C'est pas mauvais, mais on n'est pas du tout dans la même production des autres joueurs. En même temps, il n'y a pas eu beaucoup de gars de 50 points chez le Canadien de Montréal cette année. Un de ceux-là, ça a été par la défense, Mike Madison. Je m'attends à ce que l'an prochain, Juraj Slafkovsky en soit un Kirby Dach en santé en soit un. Est-ce qu'Alex Newhook peut atteindre ce niveau-là? Peut-être. Éventuellement, un Joshua Roy. Beaucoup trop tôt dans le cas de Joshua Roy, à mon avis, mais sait-on jamais. Je déteste pas l'idée. Je pense malheureusement que la date de péremption, pas pour lui, pour sa carrière là, de David Perron, mais pour venir jouer ici à Montréal, est passée. Pas certain. L'autre joueur que j'ai identifié, puis honnêtement, j'ai un peu fait le saut, j'avais oublié qu'il tombait agent libre cette année. Est-ce que le Canadien de Montréal pourrait ramener Tyler Toffoli? Je pose la question. Il connaît les jeunes, il a adoré jouer avec Nick Suzuki, il a adoré jouer avec Cole Caulfield. Il y a eu des photos publiées sur les réseaux sociaux cette année qui les a amenés manger, les jeunes, quand je ne me souviens plus, c'était quand il était rendu à Winnipeg ou au New Jersey. Je pense que c'est quand il était rendu à Winnipeg en fin de saison, mais je me trompe peut-être. Tyler Toffoli a encore une fois cette année connu une bonne saison offensive là, avec 55 points et 33 buts. C'est un gars qui est responsable dans sa zone. C'est un gars qui est à 32 ans. Donc, commence à être pas mal dans la même catégorie qu'un Marchessault. Il faudrait que ce soit un contrat à court terme. Il faudrait que ce soit pour moins d'argent que le 4,25 qu'il a signé. En même temps, 4,25, c'est pas dramatique non plus comme contrat. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'il n'a pas été bon en éliminatoire avec les Jets. Mais mettons que ça n'avait pas été de ça, là, je serais game de placer un petit appel à Tyler Toffoli. Dans le cas de Tyler Toffoli, les trois clés, je dirais que un, c'est un contrat à court terme, même chose que pour les deux autres trentenaires dont on a parlé, Stamkos et Jonathan Marchessault. La deuxième des choses, c'est que lui, par contre, tu dis, ça, c'est ce qu'on a à t'offrir. Voici le montant qu'on a, tu le prends pas? Non, merci, on
on raccroche et on passe à autre chose immédiatement. Et contrairement à Perron, je pense que Tyler Toffoli viendrait et il serait intéressant sur un top 6. À la limite, sur le top 9, mais dans un rôle vraiment intéressant offensivement, je pense qu'il sera encore capable de remplir ça. Définitivement de la deuxième vague d'avantages numériques, aucun doute là-dessus. Puis le gars vient de marquer 30 buts. Il avait adoré jouer à Montréal. Écoutez, dans le cas de Tyler Toffoli, je ne suis pas contre l'idée, contrairement à David Perron. Je pense que ça pourrait se faire. Mais vous pensez quoi de l'idée du Canadien de Montréal de signer un attaquant top 6, un vétéran? Êtes-vous 100% contre l'idée parce que ça ne cadre pas dans l'optique de reconstruction et de continuer sur une pente montante mais constante? Est-ce que vous êtes pour, mais ça dépend du montant? Est-ce que vous êtes all-in? Il y a peut-être des gens qui sont écœurés de la reconstruction puis qui veulent y aller all-in. Laissez-moi savoir en commentaire. N'oubliez pas, laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se reparle lors d'une prochaine vidéo. Ciao!